Le verre à moitié plein, le podcast du tourisme durable. Bonjour, c'est Élise et bienvenue dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein. Aujourd'hui, on va parler du tourisme de bien-être. Alors j'ai presque envie de dire que de tout temps, les hommes se sont occupés de leur santé, de leur bien-être. Dès l'Antiquité, nos ancêtres, les Romains, avaient construit des thermes, des lieux accessibles à toutes les couches sociales, mettant ainsi la santé publique, le bien-être, au cœur des préoccupations de la société. Et dès les débuts du tourisme, au XIXe siècle, les premiers touristes s'adonnent à des pratiques de bien-être, se soigner grâce à l'air pur, la lumière et l'eau salée dans les stations de bains de mer, Deauville, Trouville, Dieppe, Cabourg, et les stations thermales, Mont-d'Or, Vichy, etc. L'origine du tourisme a donc toujours été la recherche du bien-être, ce que les chercheurs Norbert Elias et l'équipe MIT, Mobilité, Itinéraire, Territoire, pourraient appeler la recréation, un relâchement des contraintes où le tourisme devient le déplacement et l'habité temporaire hors des lieux du quotidien pour se recréer. Tourisme et bien-être sont donc intimement liés, notamment par les pratiques de thalassothérapie, thermalisme. Le stress que nous procurent nos vies à 100 à l'heure a participé ces dernières années à remettre le bien-être au cœur de nos préoccupations. La vente des livres, magazines et voyages sur le développement personnel, la reconnexion avec la nature, la gestion du stress, le yoga et autres pratiques liées au bien-être ont explosé ces dernières années avec une concurrence de plus en plus forte pour les pratiques ancestrales, traditionnelles, venues d'ailleurs et notamment d'Asie. Alors aujourd'hui, les acteurs du tourisme profitent de cette tendance et nous avons rendez-vous avec l'un d'entre eux, ou plutôt l'une d'entre elles, Anne-Claire, fondatrice de l'agence de voyage Le Temps d'une Escale, qui, depuis le Covid, a pris le virage du tourisme de bien-être. Alors Anne-Claire, bonjour et bienvenue sur le podcast. J'ai plein de questions à vous poser. Comment expliquer qu'aujourd'hui on recherche plus une expérience qu'une destination ? Qu'est-ce qu'un voyage intérieur, celui qui nous amène à chercher à nous connaître nous-mêmes plutôt que la destination ? Comment expliquer notre intérêt plus récent pour les rituels ancestraux ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Mais avant de commencer, Anne-Claire, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Tout d'abord, merci de m'inviter à participer à ce podcast. Donc, je suis Anne-Claire Milon, créatrice de l'agence de voyage Le Temps d'une Escale à l'Aigle, en Normandie. J'ai créé l'agence en septembre 2018, donc peu de temps avant le Covid. Une agence, dans une petite ville de Normandie. Ça faisait 22 ans que je travaillais pour d'autres professionnels du tourisme en agence de voyage et j'ai décidé de franchir le pas et de me mettre à mon compte. Avec toujours cette même volonté qui m'est chère, en fait, des voyageurs qui reviennent avec les étoiles plein les yeux. J'ai rejoint Flokeo il y a un peu plus de 2 ans et donc l'humain reste une priorité au sein de mon agence, provoquer entre autres des rencontres à l'autre bout du monde. Le voyage n'est pas seulement une découverte passive de paysages, mais j'incite justement les explorateurs à aller s'initier ou bien à partager avec les populations locales. C'est ce qui me tient le plus à cœur. On revient tous en fait différents d'un voyage. Je crois à un tourisme à taille humaine, un tourisme qui prend comme point de départ la rencontre et les expériences et aussi des souvenirs qui vont en découler bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler du tourisme de bien-être. Il y a eu un point de bascule, un moment où vous vous êtes dit, voilà, on va être plus qu'une agence, entre guillemets, traditionnelle, on va proposer des voyages bien-être. Oui, tout à fait. En fait, au moment du Covid, je suis passionnée par les médecines douces depuis toute petite parce que mon papa était vétérinaire avec homéopathie sur les bovins essentiellement et les animaux chats, chiens, de petite compagnie. J'ai cherché en fait une alternative au moment où les voyages étaient à l'arrêt en tant que passion, donc à la fois pour moi mais aussi pour mon entreprise.
Et donc, je me suis formée à différentes médecines naturelles ou bien-être ou formations qui ont écho avec le bien-être. Donc, j'ai eu une formation yoga facial, donc le yoga du visage, pardon. Je me suis formée également au magnétisme. J'ai fait des formations Kobido lifting visage et finalement, en parallèle à ces formations, j'ai décidé d'intégrer au sein de l'agence la commercialisation en fait de cosmétiques qui proposent en fait l'évasion, la possibilité de se ressourcer en fait depuis chez soi vu que les voyages étaient à l'arrêt et de prolonger finalement le voyage ou bien de le préparer en amont pour être finalement sur le secteur du bien-être parce que finalement le plus beau des voyages c'est tout d'abord le sien en fait. Maintenant les voyages ont repris. Comment on lie bien-être et voyage, mais voyage physique, le vrai voyage présentiel? Donc en fait, on a les deux possibilités. Donc moi, cette possibilité que j'offre avec les cosmétiques à l'agence, mais on a aussi du coup ce voyage bien-être que l'on peut proposer et sur lequel je me positionne aussi à l'agence. Avec le Covid, on a aussi eu ce ressenti que on prêtait beaucoup plus attention à la reconnexion à la nature, mais aussi à son corps et à soi. Et donc en fait, ma volonté, c'est aussi de mettre ces voyages-là en avant, donc les voyages bien-être. Bon, ma question peut paraître un peu bête, mais quels sont les bénéfices du tourisme bien-être chez le voyageur? Après un voyage bien-être, comment on se sent? Et vous, par exemple, qu'est-ce que ça vous a apporté sur les voyages que vous avez testés en bien-être? Déjà, le voyage en lui-même peut être une thérapie en premier lieu. Donc, c'est un voyage qui va correspondre avec les envies du moment. On a des envies qui évoluent au fil des années. On n'a pas les mêmes envies à 20 ans que celles qu'on va avoir à 50 ou 60. Et en fait, suivant son parcours de vie, ses expériences, on n'attend pas tous forcément la même chose. On voyage de prime abord pour aller découvrir en fait des paysages, d'autres cultures, d'autres terres, d'autres traditions. Mais on a aussi cette possibilité finalement de prendre ce temps pour nous découvrir nous-mêmes, nous ressourcer, nous ancrer et prendre finalement soin de notre corps et de notre esprit parce que aujourd'hui on est quand même dans un monde où on a très peu de temps pour nous, on est très pris, il y a beaucoup de stress. Donc ça permet en fait de se poser et puis le voyage finalement propose les deux parce que c'est une thérapie à la base, on revient différent d'un voyage, mais il permet aussi justement cette reconnexion à soi et à la nature. Et est-ce qu'il y a des activités, des pratiques qui vont être spécifiques au voyage bien-être que vous proposez? Alors moi, j'ai pas forcément de spécificité. Je veux justement être en mesure de pouvoir toutes les proposer. Et l'avantage que j'ai, c'est que comme j'ai plusieurs prestataires dans le monde entier, j'ai une ouverture qui est assez importante. L'avantage, c'est que ça peut être à la fois de la randonnée en pleine nature, ça peut être un trail, ça peut être du yoga, de la spiritualité ou de la méditation, ça peut être aller faire une séance de méditation au Sri Lanka, ça peut être en France. Enfin voilà, j'ai pas de spécificité, je voulais justement avoir une ouverture large par rapport au bien-être. Le plus important finalement, c'est de savoir quelle est l'intention de départ et la motivation de départ du voyage bien-être en fait, parce qu'on a tous et toutes des attentes différentes par rapport à ça. Ok, donc avant de réserver un voyage bien-être avec vous, donc le voyageur, il va vous dire ce dont il a besoin, ce qu'il aimerait, et puis après comme ça, vous pouvez créer son voyage et les activités en fonction des besoins du voyageur. Oui, tout à fait. En fait, je prends du temps pour essayer d'analyser finalement les besoins et les intentions du voyageur avant de partir, pour être vraiment en mesure de lui proposer des activités qui vont correspondre avec ce qu'il attend en fait de ce voyage, parce que ça peut très bien être juste un petit moment de reconnexion à la nature pour certains, et puis pour d'autres ça va être beaucoup plus spirituel avec de la méditation ou du yoga, voilà. Parce que je vois, par exemple, vous proposez beaucoup de voyages bien-être à l'autre bout du monde, Sri Lanka, île Maurice, Madagascar, etc. Et je voulais savoir pourquoi ces pays-là, qu'est-ce qu'ils ont, on va dire, de plus à apporter que ce qu'on pourrait faire dans un voyage bien-être en France, en Normandie, par exemple. Alors,
Ils n'ont pas forcément plus à apporter. Bon, ça remonte déjà par rapport à l'histoire. C'est vrai que l'Orient est plutôt la terre de concept du bien-être, avec par exemple l'ayurvédique, les massages. Donc c'est vrai on a plus ce côté-là qui revient finalement sur la scène, mais tous les pays du monde offrent cette possibilité en fait de sortir réellement de son quotidien dans une atmosphère qui peut être zen et spirituelle, et je suis en train de travailler justement sur ma terre, la Normandie, pour pouvoir le proposer. Mais j'ai également vécu en Argentine en fait il y a très longtemps, et j'ai également sur l'Argentine des voyages qui peuvent être considérés comme bien-être parce qu'ils allient le tango avec la nature, la randonnée. Donc finalement c'est une très belle connexion à soi aussi. Ah oui, mais c'est original, parce que c'est vrai que souvent quand on pense à bien-être, on pense plus à l'Asie, comme vous dites, mais pas forcément à l'Amérique latine. Et on avait fait un podcast sur une agence de voyage qui s'appelait Dansement à voyage, qui propose des voyages en dansant. Le concept du voyage, c'est découvrir un pays à travers la danse. Et elle disait justement aussi que c'était une très belle occasion pour se reconnecter un petit peu à soi-même. Ouais, en fait, là, les voyages tango, c'est ça, c'est juste reprendre le temps, déjà de faire une passion, enfin de suivre une passion, ou de se rétablir avec la partie holistique en fait. Hein. La partie holistique, c'est la globalité de l'être tout entier. Donc c'est juste prendre ce temps pour se reconnecter à soi avant toute chose, oui. Et donc maintenant, si on parle un petit peu plus tourisme durable, parce que là on a parlé de destinations très lointaines et de destinations moins lointaines comme la Normandie, je me demandais comment est-ce qu'on peut faire rimer voyage bien-être avec durabilité quand on part à l'autre bout du monde. Tout d'abord avec des séjours qui peuvent être plus longs. Alors, pour l'étranger, des séjours qui peuvent être plus longs, qui peuvent varier entre 10 et 15 jours. Des prix justes, parce que là, en l'occurrence, quand je passe par des agences locales, on est sur des prix équitables et des prix justes. Reversés, du coup, aux populations locales par rapport aux différentes activités et aux intervenants qui vont exercer leurs expériences. Une reconnexion à la nature, prendre plus soin finalement de l'environnement, la rencontre avec la population locale, et puis aussi donc renforcer son système immunitaire, par exemple en mangeant mieux, en faisant attention à ce qu'on mange. Il y a par exemple des stages de jeûne qui sont organisés dans lesquels en fait on peut finalement prendre soin à la fois de l'écosystème et de l'environnement local. Donc l'un des piliers du tourisme durable, donc c'est au-delà de l'aspect environnemental, donc c'est le pilier socio-économique avec le respect des habitants, de la culture et l'apport économique du tourisme au territoire d'accueil. Et donc le tourisme de bien-être, quand il est à l'étranger, ça permet aussi de créer une industrie finalement dans ces pays-là qui respectent les cultures et les traditions locales. Tout à fait, oui. Donc à la fois à l'étranger, mais également en France finalement. Ça permet vraiment de respecter les traditions locales et puis d'être en direct avec les populations finalement. Et j'avais une autre question aussi sur un petit peu la durabilité du tourisme de bien-être. C'est que c'est un tourisme qui est de plus en plus tendance. Je voulais savoir s'il y avait beaucoup d'arnaques dans ce domaine, un petit peu du greenwashing du tourisme de bien-être. Comment déceler un endroit authentique d'un lieu un peu plus qui vient surfer sur la tendance. Comment on arrive à déceler ça ? Déjà en allant à la rencontre, moi je travaille du coup avec des prestataires donc que je connais, donc c'est des engagements de part et d'autre, d'avoir des intervenants qui vont être en mesure de répondre à cette demande, et puis du coup de faire attention aux hébergements que nous allons proposer du coup aux voyageurs.
Ils sont sur le terrain. Moi, sur la Normandie, je vais aller faire du repérage et j'en ai déjà fait. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment trouver des lieux qui s'apprêtent donc à la fois à l'environnement, mais aussi à tout ce qui en découle par rapport au tourisme responsable et d'éviter d'être justement trop dans cette bonne parole du tourisme vert, responsable et solidaire, mais de faire attention avant que le voyageur s'y rende en fait. D'où l'intérêt pour le voyageur de passer par une agence de voyage et son expertise sur le terrain, plutôt que de construire finalement son voyage lui-même. Oui, tout à fait. Bon, maintenant, on va passer aux petites questions rapides de fin d'épisode pour en apprendre toujours un peu plus sur votre rapport au tourisme de bien-être. Quelle est votre destination bien-être préférée en France et à l'étranger? Une destination qui a été testée et approuvée. Je vais rester évasive, le monde, en évoquant le monde et la France. En fait, il n'y a pas une destination préférée. Toutes valent le coup. Moi, par exemple, j'ai fait un stage il y a 3 ans en France, à Villeneuve-sur-Lot, avec un intervenant indien du Kerala, donc en yoga, et le stage était magnifique parce que finalement on était en France et on avait à la fois donc l'enseignement du yoga indien et en même temps la cuisine indienne. Donc finalement, je pense que tout est relatif et finalement c'est aussi l'intervenant qui va faire que ce voyage va être magique ou pas. Ouais, ce qui importe le plus, c'est l'expérience plus que la destination. Finalement, l'expérience par rapport au voyage bien-être reste vraiment très importante, oui, je pense. Votre lieu préféré en Normandie pour une expérience bien-être? On a des très beaux endroits par chez nous au niveau de la mer. Il y a les falaises de Tretat, il y a des endroits qui stratégiquement au niveau énergie sont vraiment très bons. On a le Mont-Saint-Michel, on a aussi, moi tout près de chez moi, j'ai le Perche. Qui est vraiment en pleine nature, donc avec des chevaux et la nature. Donc je dirais pas qu'il y a qu'un seul endroit, mais il y en a par millions en fait. Qu'est-ce que vous entendez au niveau énergie? En fait, il y a des endroits finalement où les vibrations du lieu sont tellement bonnes que ça permet lorsque on y est finalement d'avoir un très bon. Moi, par exemple, la mer est un de mes éléments et me fait du bien par rapport à mon organisme lorsque je me balade par exemple sur la plage. Et est-ce que vous pourriez nous raconter comme ça rapidement votre plus belle expérience de voyage bien-être? Là également, je vais rester évasive en disant que finalement, je suis convaincue que les plus belles expériences de voyage, ce sont les rencontres. Elles nous bousculent, elles nous permettent de penser différemment, elles nous enseignent, elles nous laissent finalement différents souvenirs. Et je vais reprendre le texte de Jean d'Ormesson, en fait, le train de ma vie, pardon. Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. En fait, le plus beau voyage, j'y reviens, c'est le voyage d'une vie. Donc c'est aussi les rencontres, c'est ce qu'il y a de plus important finalement. Et pendant un voyage, je pense que c'est aussi ce qui prime. L'activité que vous préférez pour prendre du temps pour vous, tout simplement? Le yoga me fait beaucoup de bien. Je fais aussi du yoga facial et puis la randonnée en pleine nature ou au bord de la mer. Pas besoin vraiment de partir à l'autre bout du monde. Non, j'ai pas besoin de partir au bout du monde pour me reconnecter avec moi et prendre soin de moi, non. Ça c'est quand même plutôt positif. Et pour terminer, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un message à faire passer? On fait tout le temps ça à la fin des épisodes de ce podcast. Du coup, prendre soin de soi en premier lieu, car de toute évidence, sans la santé et l'esprit, on n'est pas grand-chose et on n'est pas en mesure de savourer quoi que ce soit et encore moins les voyages qui nous permettent justement cette ouverture. Merci. Bon, on va conclure ici. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Anne-Claire, donc fondatrice de l'agence Le Temps d'une Escale à Aigle, en Normandie.
je vais parler aux auditeurs à aller voir ce que fait Temps d'une escale. Et ce qui m'amène à vous demander, est-ce que vous avez des réseaux sur lesquels vous suivre? Comment on peut vous contacter si on est intéressé pour des informations pour un voyage bien-être? Oui, sur Facebook, sur Instagram également. Et puis, j'ai un site là qui est en cours de réalisation. Et puis sinon par téléphone de toute façon, ouais. Par téléphone, je travaille aussi à distance. J'ai des gens de toute la France qui peuvent travailler avec moi, donc je suis pas forcément limitée à des personnes qui sont tout près de chez moi. Donc je peux aussi travailler à distance pour des personnes qui sont dans le sud de la France ou bien dans le nord. Il y a pas de problème par rapport à ça. C'est pratique, on va mettre tout ça donc dans la description du podcast. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Élise. Et très bon week-end. À bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.